Ça s'explique sur la politique étrangère de la France après 3 ans et demi de présidence. Fin de la convention nationale du Parti socialiste, Laurent Fabius appelle les socialistes à l'offensive pour les prochaines élections. 21 heures de discussion entre patrons et syndicats sur la flexibilité du travail. La parole est maintenant à la base. Et puis dans 20 minutes, vous saurez tout sur le week-end sportif avec Stade 2 deuxième. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'événement essentiel de ce dimanche, c'est bien sûr l'intervention du chef de l'État il y a quelques instants sur TF1, François Mitterrand, qui avait donc décidé d'expliciter aujourd'hui la politique étrangère de la France. Monsieur Mitterrand qui parle toujours, et nous allons quand même tenter, avant qu'il termine, donc nous allons tenter avec nos spécialistes de revenir sur les points saillants de cette interview qui n'est donc pas terminée. Nous allons y revenir thème par thème puisque le chef de l'État a évoqué tour à tour les problèmes du Tchad, du Proche-Orient, de la Nouvelle-Calédonie et des rapports Est-Ouest. Alors tout de suite à propos du Tchad, M. Mitterrand a longuement expliqué l'histoire des interventions françaises dans ce pays ces dernières années, c'est-à-dire sous son septennat et sous les septennats précédents, et il a précisé sa position sur la présence libyenne et la situation au nord du pays, de même que sur les conditions de son voyage en Crète, M. Mitterrand qui exclut toute intervention française au nord du Tchad. Nous écoutons tout de suite M. Mitterrand. Alors vous me dites, mais pourquoi est-ce que vous ne montez pas jusqu'au nord et c'est donc que vous acceptez le fait accompli? Je n'accepte pas la possession du Tchad par la Libye. Je la dénonce. Je dénonce également cette occupation-là. Enfin, je répète, plus personne n'en parle. Celle-ci, en droit, requiert de l'autorité et de la souveraineté du Tchad. En fait, il y a en effet des occupations militaires. Je ne suis pas chargé de dire le droit. Ce que je peux vous dire, c'est que la France n'acceptera jamais politiquement et juridiquement cette amputation d'un État africain. Oui, mais je ne suis pas chargé, mais je ne suis pas le gendarme de l'Afrique. L'armée française n'est pas chargée de cela. Il appartient d'abord au gouvernement du Tchad, ensuite à l'organisation africaine de reconquérir, si elle le désire. Est-ce que vous avez aidé le gouvernement du Tchad à le faire? Bien, beaucoup jusqu'alors. À vrai dire. Non, mais maintenant, tout le temps, aider, ça veut dire vendre des armes. Par exemple. Ça veut dire équiper. Il y a des instructeurs français très nombreux à l'heure actuelle. Et s'il décidait de remonter vers le nord, le gouvernement d'Issénabré avec ses troupes, est-ce que vous l'encourageriez? C'est sous leur responsabilité. Vous ne le dissuadez pas de Les soldats français ne doivent pas aller au nord, à moins qu'une situation nouvelle se crée. Bref, mon objectif est le même que depuis le premier jour. Et la situation est la même ici que depuis le premier jour. Mais les moyens sont différents. Enfin, vous imaginez bien que les moyens sont différents. D'abord, parce que le problème ne se pose plus qu'au nord. Peut-être l'a-t-on oublié. Vous qui suivez ces problèmes, vous le savez. Mais tout le Sud est aujourd'hui en état de guerre civile. Tout le Sud. Une armée française qui regarde vers le Nord peut se faire tourner demain par le fait qu'il y a rébellion au Sud. Il y a 5 millions de gens ici qui sont des Noirs. Ici, c'est surtout des populations, vous savez, du désert. 5 millions, il y en a 150 000, 200 000 seulement là. Et ces 5 millions, à l'heure actuelle, discutent, contestent l'autorité du gouvernement de N'Djamena. Moi, je ne suis pas allé en Libye. Le colonel Kadhafi n'est pas venu en France. Je l'ai rencontré dans un territoire étranger, neutre, la Grèce. Quoi de plus normal? Pour lui dire quoi? Rien n'est possible tant que la situation au Tchad ne sera pas conforme à vos engagements. Et c'est pourquoi la conversation n'a pas eu de suite. Et que j'ai donné des instructions à notre armée, celles que je viens de rappeler, à savoir qu'il s'agit de protéger la zone que j'avais fixée dès 1983 et de surveiller naturellement l'autre zone pour éviter des infiltrations. Un autre sujet abordé par le chef de l'État, c'est bien sûr la situation en Nouvelle-Calédonie. Nous allons y revenir dans un instant, mais auparavant, nous faisons le point sur place alors que les consultations se poursuivent toujours entre Edgar Pisani et les forces politiques du territoire, avec encore des actes de violence ici et là, comme le sabotage de plusieurs avions de la compagnie aérienne locale qui ont été endommagés par des inconnus. Parmi ces appareils, il y a celui de M. Pisani qui ne pourra plus voler pendant plusieurs mois. Le point avec Pascal Guimier. Ailes déchiquetées, fuselage déchiré, 2 avions d'Air Calédonie cloués au sol pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le bimoteur d'Edgar Pisani a subi le même sort. Pour les enquêteurs, un acte de vandalisme plutôt qu'un véritable attentat. Ceux qui ont pénétré sur l'aérodrome de Nouméa en possédaient les clés. Ils ont endommagé les 3 appareils en les percutant avec des camionnettes qu'ils avaient trouvées sur la piste. Conséquence, le trafic aérien vers l'intérieur du territoire suspendu jusqu'à ce que tous les appareils aient été vérifiés. À part cet incident, un dimanche plutôt calme en Nouvelle-Calédonie. Edgar Pisani a reçu 3 délégations d'indépendantistes modérés et 3 barrages ont été levés sans incident sur la côte est de l'île.
M. Mitterrand a bien sûr évoqué la situation en Nouvelle-Calédonie, notamment le statut à venir de ce territoire, sans toutefois se prononcer sur les solutions à retenir. Nous écoutons à nouveau M. Mitterrand. Voilà tout de suite donc l'extrait sur la Nouvelle-Calédonie. Je suis en effet de ceux qui croient que ce territoire, pour l'appeler par son nom, est appelé à son émancipation, sous une forme d'autonomie ou d'indépendance qu'il doit définir lui-même. Je veux dire que les populations doivent définir elles-mêmes. Vous avez fait certainement bondir pas mal de nos auditeurs, et en tout cas de responsables politiques, madame, en disant que dans le cadre de la politique extérieure, nous parlions de la Nouvelle-Calédonie. Parce que, alors, vous seriez déjà entré dans le raisonnement repris par M. Colomès, à savoir, est-ce que c'est donc un pays indépendant, puisqu'il fait partie de la politique extérieure. Il le sera peut-être, il ne l'est pas encore. On a fondé la Nouvelle-Calédonie moderne sur un état d'injustice que je déclare insupportable, que je n'accepte pas, et qui a animé sans aucun doute le choix qui a été fait par la formation politique à laquelle j'appartenais avant d'être président de la République. Je n'appartiens plus à aucune d'entre elles aujourd'hui, naturellement, qui fait que ils sont arrivés, les Kanaks, à l'exaspération. Et nos réformes, elles ont été digérées tout aussitôt parce que ce n'était plus la réforme qui intéressait une population qui ne marchait plus, c'était l'indépendance. Mais avec un aspect qui, en effet, est difficilement acceptable. L'indépendance pour nous-mêmes, Kanaks. Oublions qu'il existe 65 000 néo-calédoniens depuis plus de 100 ans, pour la plupart d'entre eux, qui habitent là, qui vivent là, qui sont nés, qui se reconnaissent dans leur pays. Oublions-les, et le sort de la Nouvelle-Calédonie, disent les Kanaks, ne peut se décider que par le vote des Kanaks. Voilà le problème qui est posé à M. Pisani. Mais M. Pisani sera là la semaine prochaine. Il fera une déclaration télévisée. Et il saisira donc l'opinion, après avoir naturellement rendu compte au gouvernement. Je ne veux pas précéder ce qu'il a à dire aux Français, ni ce qu'il a à soumettre au gouvernement. C'est lui qui, pour l'instant, a en charge la négociation. La négociation suppose le dialogue, par définition. Elle suppose aussi le retour à l'ordre partout. Je ne veux pas me substituer à lui. Je vais simplement vous dire qu'il faut des institutions qui garantissent aux individus et aux communautés, aux peuples qui se trouvent sur place, qui leur apportent suffisamment de sécurité pour qu'ils aient le sentiment de disposer de tous les attributs qui reviennent normalement à des peuples, à un peuple sur une terre. Troisième thème abordé par le chef de l'État, la situation au Proche-Orient. M. Mitterrand est revenu en particulier sur les critiques qu'avait suscité son récent voyage en Syrie. Nous écoutons à nouveau M. Mitterrand donc sur le Proche-Orient. Quand je vais voir le président Assad en Syrie, qu'est-ce que je reçois comme critique? Bien entendu, on dit jamais vous n'auriez dû y aller, mais des mois avant moi, c'était M. Schulz, le numéro 2 américain, qui se trouvait là. Alors les Américains peuvent aller partout, mais moi pas. Je ne m'inscris pas dans ce genre de raisonnement, madame et monsieur. Je ne sais pas dire que j'ai pas dit que c'était le vôtre. Mais je vais où je veux aller pour représenter la France. Et nous y avons des intérêts, de toutes sortes. Bon. Cela dit, si on juge ma visite au président Assad, qui en effet, sur bien des points, se trouve dans un camp opposé, dont la vue du monde est loin d'être la nôtre sur des choses, problème très important. Mais nous avions à parler du Liban quand même. Bon, nous sommes également, chacun à sa façon, les amis et même les voisins, parce que nous sommes voisins par la culture et par le passé du Liban. Et puis, je reçois quelques jours après, M. Shimon Peres, Premier ministre d'Israël, à Paris. Radieux de se trouver en France. Et me disant, et d'ailleurs disant publiquement, mais c'est une très bonne chose que vous ayez vu le président Assad. Ils sont en guerre. Eh oui, parce que quand on a des amis qui peuvent parler aux autres, eh bien on peut peut-être être utile. Et on est utile. Et puis quelques jours après, j'ai reçu le roi de Jordanie. Et le roi de Jordanie, Hussein, il est en très grave, comment dirais-je, désaccord, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le président Assad à Damas. Et que me dit-il? C'est quand même très important qu'il y ait un pays qui puisse parler aux uns et aux autres, dans lequel nous avons confiance, qui est notre ami. Et aujourd'hui, la France est, je vous l'assure, le seul pays qui compte et qui puisse agir aussi bien du côté d'Israël que du côté des pays arabes
sans exception, l'Irak, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Liban, les Émirats, d'autres encore, bien entendu. Je considère que, au total, c'est important pour mon pays. Recevoir M. Arafat, c'est une autre affaire, n'est-ce pas? L'OLP est un mouvement. C'est une armée clandestine. Ce n'est pas un État. L'OLP est représenté à Paris. Il y a une délégation qui a d'ailleurs été créée par mon prédécesseur, par M. Giscard d'Estaing. Il n'a pas eu tort. Mais intervenir maintenant à ce niveau, au mien, je ne crois pas que ce soit opportun. Cela ne faciliterait pas les choses et cela ne ferait pas avancer l'heure de la paix. Il y a d'autres façons de procéder. Bien, Georges Bortoli, une première analyse à chaud, bien sûr. Eh bien, disons, la diplomatie tranquille n'est pas la diplomatie molle. Hein, voilà, je crois, comment on pourrait résumer le thème majeur de la démonstration à laquelle M. Mitterrand vient de s'attacher pendant 1 heure. On peut parler avec tout le monde, on peut discuter avec les gens de tous bords, mais garder sa propre démarche, voilà l'affirmation corollaire et qu'on trouve courant dans les principaux chapitres abordés. Le Tchad, d'abord, 2 considérations, donner aux amis africains de la France le sentiment qu'ils sont protégés, que l'agression ne passera pas, ou plutôt qu'elle n'est pas passée, mais en même temps ne pas faire de la France le gendarme de l'Afrique. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, garder toujours à l'esprit l'intérêt de la France et l'intérêt des néo-calédoniens d'origine métropolitaine, mais en même temps tenir compte de l'exaspération, c'est le mot qu'a employé le président de la République, des Kanaks et comprendre les raisons de cette exaspération. Bref, aller vers une situation, vers des institutions, a-t-il dit, qui s'éloigneront du régime colonial. Au Moyen-Orient, faire de la diplomatie française une espèce de lieu géométrique où les opinions, les démarches les plus opposées, les plus contradictoires et même les plus extrêmes pourront se rencontrer et dialoguer en vue de quelque chose futur. Et en ce qui concerne Est-Ouest, même double démarche, même balancement, il fallait mettre d'abord un terme au déséquilibre des forces en Europe, ça a été fait, dit le président de la République. Maintenant, on peut faire souffler un courant d'air chaud avec l'URSS dont le patron, M. Tchernenko, viendra peut-être en France, en tout cas M. Mitterrand l'a invité. Et puis en ce qui concerne l'Europe, faire plus, faire mieux, mais pour cela il fallait régler toute une série de contentieux, ça a été fait à Fontainebleau sous la présidence française, a rappelé M. Mitterrand. Voilà donc une profession de foi dans l'équilibre, mais dans un équilibre qui se veut dynamique, un œil fixé sur l'avenir, l'espace par exemple, dont M. Mitterrand a beaucoup parlé, et aussi sur ces énormes masses humaines du tiers-monde, qui sont visiblement pour le président de la République un des éléments clés de notre avenir. Voilà donc un premier commentaire à chaud sur un autre registre. M. Mitterrand a aussi précisé à la fin de cette intervention qui vient de se terminer qu'il souhaitait intervenir prochainement à la télévision, sans doute, sur les problèmes économiques, sociaux et politiques. Une intervention donc qui devrait sans doute se faire à la sécurité des Français. Je crois, derrière tous mes propos de politique extérieure, avoir montré que mon souci était la sécurité de la France, sa grandeur, son rayonnement, mais aussi sa sécurité, devant le conflit des plus grandes puissances, devant la force des armes qui peuvent tout détruire, le nucléaire aujourd'hui, ce qui va suivre aussi, la sécurité. Eh bien, je voudrais aussi traiter des problèmes de sécurité, pas simplement sous la forme de la défense contre le crime ou la délinquance, mais aussi la forme de la défense des couches sociales les moins favorisées contre l'oppression de la misère. Et je voudrais en parler dès le mois de janvier, si possible dans la première quinzaine. Après ça, je n'avais pas parlé d'une façon aussi étendue depuis le mois de juillet, je crois. Après ça, j'attendrai. Je n'abuse pas de la télévision. Bien, Albert Duroy, on comprend un peu mieux ce soir pourquoi le chef de l'État a voulu ainsi intervenir si vite. Oui, le chef de l'État avait, en intervenant, 3 objectifs. Le premier, c'était d'expliquer une politique étrangère qui, sur un certain nombre de points, apparaissait à un certain nombre de gens, de Français notamment, comme incohérente. Il a voulu l'expliquer aux Français, mais aussi au monde, puisque son intervention était retransmise dans une bonne partie du monde, et notamment dans quasiment toute l'Afrique francophone. Son deuxième objectif était de tenter de retrouver un consensus
en voie de perdition. En effet, la politique étrangère de la France était, jusqu'à ces derniers mois, l'un des seuls domaines, avec celui des institutions, où la majorité des Français étaient d'accord entre eux. Ce consensus était au moins menacé. Ce double objectif, le président de la République a essayé de l'atteindre, d'abord avec une affirmation, il faut qu'une politique étrangère soit jugée sur sa durée, donc il est trop tôt pour la juger, et deuxièmement par la pédagogie. Vous avez vu les cartes sur le Tchad, il a refait l'historique de la situation en Nouvelle-Calédonie, il a refait l'historique des rapports Est-Ouest, c'était une intervention très pédagogique. Son troisième objectif, c'était de continuer à tenir ce cap difficile, à tenir le double rôle de président de tous les Français et d'élu d'une majorité de gauche. Alors, il peut parler en élu d'une majorité de gauche, par exemple dans une interview à l'Expansion, lorsqu'il parle de la situation économique et sociale, mais il doit parler en président de tous les Français lorsqu'il parle de politique étrangère, puisque par définition, c'est le domaine où il doit parler au nom de la France. Il a d'ailleurs rappelé que si la politique étrangère apparaissait comme une politique personnelle, parfois, c'était normal sous la Ve République. Voilà les trois objectifs qu'il voulait atteindre. Il est évidemment un peu tôt ce soir pour dire s'il les aura atteints. Pourtant, une dernière question. On ne peut pas s'empêcher de poser la question de savoir si de remarquer d'abord cette coïncidence entre un discours très combatif du Premier ministre Laurent Fabius devant la Convention socialiste, dont nous allons parler dans un instant, la coïncidence avec cette intervention très présidentialiste du chef de l'État. Alors la question, c'est de savoir si ce télescopage est dû à une mauvaise coordination dans la politique de communication, ou bien si c'est aussi un partage des rôles entre le Premier ministre et le Président de la République. Oui, les réactions à propos du chef de l'État ne vont pas manquer de tomber dans les heures qui viennent. Nous y reviendrons en détail dans le tout dernier journal au cours duquel Hervé Claude animera un débat entre Jean-François Poncet, ancien ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing, et Claude Estier, qui préside la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir à chaud sur l'intervention de François Mitterrand, qui a donc développé les grands thèmes de la politique étrangère de la France. Le reste de l'actualité maintenant, avec d'abord la fin de la Convention nationale du Parti socialiste. Au départ, on devait y parler essentiellement de la modernisation et du progrès social, mais très vite, la politique a pris le dessus. Hier, on a pu notamment assister à une joute entre Michel Rocard et Lionel Jospin. Aujourd'hui, c'est Laurent Fabius qui prenait place à la tribune. Monsieur Fabius qui a donné le coup d'envoi d'une offensive qui s'inscrit dans la perspective des prochaines élections. Dominique Lory a suivi les travaux de cette convention. Voyons tout de suite son reportage. Qui oserait dire encore que Laurent Fabius n'est pas combatif? Cette réflexion d'un délégué résume bien l'impact du discours du Premier ministre sur la Convention nationale du PS. Très offensif, il a tracé les lignes de force d'un socialisme moderne et a dénoncé le comportement des dirigeants de la droite qu'il a qualifié de flou et d'irresponsable, des penseurs, a-t-il ajouté, qui alimentent le fonds de commerce extrémiste. Et quoi qu'elle dise, la droite classique devra négocier avec l'extrême droite, lui offrir des sièges et lui donner des gages. Ce sera quoi, alors, je le demande? La suppression du droit à l'IVG? La chasse brutale aux immigrés? Le contrôle de la culture? La répression antisyndicale? Ou bien tout cela à la fois? Je le dis avec fermeté, je ne souhaite pas voir au gouvernement de mon pays des hommes qui misent avant tout sur la peur et sur l'intolérance. Mais s'il a dénoncé la droite, il n'a pas ménagé pour autant certaines attitudes de la gauche, une gauche parfois saisie par le doute. Il est temps, a-t-il dit, qu'elle cesse de se demander, à chaque fois qu'elle fait un pas, si ce pas est le bon. Bref, un discours mobilisateur et qui place le Premier ministre au premier rang pour les futures batailles électorales. M. Fabius qui a aussi proposé un débat entre lui-même et deux grands leaders de l'opposition, en l'occurrence Jacques Chirac et Raymond Barre, une suggestion qu'approuve René Monory, ancien ministre de l'économie de Valéry Giscard d'Estaing. Une discussion marathon entre le patronat et les syndicats qui s'est poursuivie toute la nuit dernière. Il aura ainsi fallu 21 heures de discussion pour mettre au point une cote mal taillée sur la flexibilité de l'emploi. 4 des 5 syndicats qui participaient aux discussions vont maintenant consulter leurs amis. Seule la CGT refuse toujours tout accord.
Les explications de Christian-Marie Monod et l'analyse de Martine Jusson. Aucun engagement des syndicats après ces longues négociations. Le texte remanié du patronat permet de dégager quelques points forts. 1. Si la durée du travail est fixée annuellement et non par semaine, il y aura réduction du temps de travail. 2. Concernant la procédure de licenciement, rien de changé sur le fond. 3. Le travail partiel est amélioré, notamment les contrats à durée déterminée qui seront prolongés. Enfin 4. Toute mutation technologique devra faire l'objet de négociations dans chaque entreprise. 4 syndicats se donnent des délais de réflexion. La CGT a confirmé son refus qu'elle avait déjà fait connaître au cours des négociations. La CFDT juge que les négociations ont apporté un plus en matière d'emploi. Force ouvrière n'est pas convaincue des aspects positifs du texte. La CFTC s'inquiète des retombées pour les petites et moyennes entreprises. La CGC est assez favorable à la signature. Enfin, le CNPF trouve que des petits pas ont été faits avec 4 organisations syndicales et qui vont dans le sens de la politique contractuelle. 2 remarques au moins sur ce texte. D'abord, si personne ne le signe, ce sera bien sûr un coup sévère contre la politique contractuelle. Mais ces mois de discussion auront eu au moins un mérite, esquisser un changement de mentalité. Au nom de la crise, de l'obsession de l'emploi, comme on a pu l'entendre cette nuit. Tous les syndicats, sauf la CGT, sont revenus sur de grands principes qui avaient sans doute leur logique en période de prospérité. Un exemple, il y a 10 ans, tous les syndicats étaient crispés sur le travail à temps partiel. Aujourd'hui, on se dit que mieux vaut un emploi à temps partiel que pas d'emploi du tout. Deuxième remarque, pour la première fois dans l'histoire des négociations syndicats-patronat, on a constaté une scission entre d'un côté le CNPF, FO, la CFDT, la CFTC et la CGC, ces 5 organisations étant soucieuses d'approfondir la discussion, quel que soit son résultat. Et puis, de l'autre côté, la CGT totalement isolée, qui bien avant la réunion avait décidé de ne rien signer. Reste à savoir quelle sera la tactique la plus payante dans l'opinion, la volonté d'aboutir à un accord ou le refus de la discussion. À l'étranger, des affrontements se sont produits en Pologne entre des partisans de solidarité et des unités anti-émeutes. 15 000 personnes menées par Lech Walesa ont essayé de se rendre au monument élevé aux victimes des grèves de 1970. La milice est intervenue à la matraque et a procédé à plusieurs interpellations. Voilà donc ces images de Pologne. Avant de parler sport avec Robert Chapat, les résultats du tiercé qui se courait aujourd'hui à Vincennes. Pour gagner, il vous fallait jouer le 9, le 17 et le 13. Nous allons voir l'arrivée de ce tiercé. Voilà, 9, 17 et 13, ce qui rapporte dans l'ordre 49 186 francs pour 5 francs. Et dans un ordre différent, 6 966 francs 50, toujours pour 5 francs. Voilà donc l'arrivée de ce tiercé de Vincennes. Les chevaux passent le poteau. Voilà. Il est 20h22, presque 23, le temps d'analyser les résultats sportifs du week-end en compagnie de Robert Chapat pour Stade 2, deuxième édition. Par le ski, Robert. Oui, le ski, la Coupe du Monde, cette fois sur les pistes de Madonna di Campiglio en Italie. Crisai, Wenzel, Popangelov, dans cet ordre, les skieurs de l'Europe de l'Est ont donc dominé. Retour timide du Suédois Stenmark 4e, Gérard Holtz. Pas classé, lui. Ça va venir très vite. Oui, on m'a promis que ça partirait dès que j'appuierai sur la pédale. Vous voyez, c'est fait. Je répète. La Coupe du Monde, donc, en Italie, tout de suite avec Gérard Holtz. Du monde de ski. Alors, je vous rappelle que Crisai, le Yougoslave, l'a emporté devant Wenzel du Liechtenstein et Popangelov, le Bulgare, révélé il y a quelques années parce que, bon, écoutez, par la Coupe d'Europe. La Coupe Davis, parce qu'on a un petit problème de magnéto, apparemment. Oui, alors ça va très mal pour les Américains qui sont menés 2-0 face aux Suédois en cette finale de Coupe Davis disputée à Göteborg. C'était la première journée aujourd'hui. Les Américains sont donc mal engagés. Connors a été battu par Wilander en 3-7 et McEnroe battu en 3-7 il y a quelques instants par Sundström. Ça, c'est Daniel Casal qui va nous le raconter tout de suite. Voilà, alors les images du tennis, en principe, dans quelques toutes petites secondes, j'entends déjà les balles. Pourvu que ce ne soit pas celle du ski. Bien, je crois que le monologue... Vous nous parler des buts de football maintenant. Oui, alors là, il faudrait me les voir. Images, d'ailleurs, vous allez voir. Oui, avec Bernard Père.
deux matchs du championnat italien, Lazio de Rome contre Vérone et Naples contre l'AS Roma, l'autre club, le concurrent du Lazio à Rome, Bernard Père, championnat d'Italie. C'est bien ça. Bon. Alors, je au téléphone, vous voyez, ça veut dire que rien ne marche là-haut. On a un petit problème de magnéto parce que la conférence de presse, enfin l'interview du président de la République a posé des problèmes que vous imaginez au niveau des magnétoscopes. La saturation est beaucoup Alors, de travail écoutez, pour on va meubler, comme on dit. Peut-être vous avez quelques brèves à nous donner. Les flashs du jour, par exemple, puis on reviendra au tennis et puis ensuite... Les flashs du jour, c'était surtout pour signaler la victoire de Francis Gonzalez dans le cross du Figaro, devant l'autre Gonzalez qui n'a rien à voir avec lui, c'est Alex. Alex et Francis, il ne faut pas les mélanger, ce que je fais peut-être d'ailleurs actuellement. Boxberger est en troisième, et puis les autres bons crossmen français, tous d'ailleurs d'un âge affirmé, se placent parmi les premiers. Et nous faisions cette réflexion lors de stade de première, à savoir que le cross français manque de jeunesse actuellement, et il faudrait souhaiter que l'avenir du demi-fond passe par le cross, c'est-à-dire par la préparation l'hiver dans les sous-bois, où les hommes peuvent s'exprimer sur 10 voire 12 km. Distance jugée trop longue par le vainqueur qui est un spécialiste du 800 mètres mais qui s'est parfaitement adapté à la situation et a remporté là Gonzalez donc son premier cross international. Il insistait beaucoup sur l'importance de cette première victoire et trop courte cette distance pour les spécialistes du marathon. Enfin, chacun y trouve son compte en définitive, puisqu'il y a eu hier un maxi-cross de 14 km. J'ignorais que vous connaissiez autant de choses sur le cross. Écoutez, on a vraiment un très très gros problème technique. Vous voyez ça, les magnétoscopes ne partent pas, en tout cas dans votre partie, la partie sportive. Je crois que ça sera peut-être pour demain soir, mais en tout cas pas pour ce dimanche. Désolé, ce sont des choses qui arrivent. On a été un petit peu bousculé tout à l'heure donc par toute cette mise en place pour vous donner les détails donc de l'intervention du chef de l'État. Donc on y reviendra demain sans doute. Désolé pour vous, désolé pour tous nos camarades donc qui ont travaillé sur ce sport. Tout autre chose maintenant avec le festival du film d'aventure qui se tenait cette semaine à La Plagne, un rendez-vous maintenant habituel, ce n'est pas comme le sport, au même titre que les autres grands festivals qui trouvent refuge dans les stations de sport d'hiver. Le Grand Prix a été décerné à un film intitulé The Longest Row qui raconte la traversée du sport du Pacifique à la rame par l'anglais Peter Bird, une traversée de 14 000 km où M. Bird a tiré tout seul sur les rames pendant 8 mois pour relier San Francisco à l'Australie sans jamais s'arrêter. Il a lui-même tourné ce film à l'aide d'une caméra vidéo qu'il avait emportée. Ces quelques images étaient donc notre contribution à l'actualité sportive de ce dimanche. Voilà, on a quelques images, oui. La météo maintenant, en principe, si tout va bien, mais oui, il est là. La météo avec Laurent Boussier. Oui, et un peu comme aujourd'hui, il faudra se promener demain en manteau et en pull-over. Les températures restent fraîches. Les nuages sont toujours là, comme nous le montre la photo satellite, qui, elle, j'espère, va arriver d'un instant à l'autre. J'espère qu'elle va arriver. Voilà, là, voilà, toujours deux masses d'air. Deux masses d'air que vous voyez sur... Voilà. Deux masses d'air que vous voyez sur votre écran, que je vois moi maintenant sur l'écran également, l'une qui vient du sud et qui circule sur toute la moitié sud du pays, et l'autre due à cette dépression située sur l'Irlande et qui va faire pénétrer demain une perturbation sur la moitié nord de notre pays. Cette situation très nuageuse, on la retrouve comme prévu sur la carte du temps pour demain. Voilà la situation en milieu de journée avec, disons, 3 grandes zones. D'abord sur tout le sud-ouest du pays, un temps qui sera très brumeux avec des brouillards assez épais le matin, puis un temps beaucoup plus ensoleillé dans la journée. Sur le nord-ouest de la France, un temps nuageux, mais plutôt variable, avec de belles éclaircies, beaucoup de nuages sur la Bretagne. Et enfin, sur tout l'est du pays et sur le bassin méditerranéen, là, un temps très nuageux, avec de la pluie, de la neige. Il neige actuellement sur le Jura, sur les Vosges et sur les Alpes. Il neigera presque toute la nuit et il neigera encore demain matin. Même la Corse, maintenant, connaît le mauvais temps. Elle n'est plus épargnée. Les pressions sont stationnaires, les températures sont en baisse. C'est normal avec ce mauvais temps que les températures soient en baisse. De 5 à 10 degrés sur la moitié nord, elles sont surtout en baisse sur la moitié sud. La Corse connaît elle aussi un refroidissement de 4 à 5 degrés et c'est Biarritz, où il fait encore assez bon, qui a la température la plus élevée. Voilà le calendrier pour demain, c'est le lundi 17 décembre, le soleil se lève à 8h38, se couche à 16h54, encore 2 minutes de soleil, en moins on arrive vraiment vers les jours les plus courts, c'est la fin de l'année et c'est la Saint Judicaël
duquel on ne connaît pas, mais enfin, ça doit exister. D'accord. C'est avec Claude qui vous présentera le dernier journal vers 23h. Si le ciel ne nous est pas tombé sur la tête d'ici là, il reviendra sur l'intervention de François Mitterrand en compagnie de ses invités. Demain, 12h45, antenne de midi, et 18h30, c'est la vie. Bonsoir, à demain 20h pour un journal en entier.